Je vous propose de reprendre place et que nous poursuivions nos travaux et ce colloque de la FDCI que la FFB a toujours plaisir à accueillir ici à la Maison des entreprises de bâtiment. Je vous propose donc de poursuivre nos débats avec un sujet passionnant cet après-midi, des regards croisés sur la performance énergétique et sur l'économie circulaire. Alors, il faut savoir qu'en France, le secteur du bâtiment représente environ 45% des consommations énergétiques et il génère 20% des émissions de gaz à effet de serre. Ces pourcentages sont très importants, ils sont même vertigineux et ils s'expliquent pour 2/3 d'entre eux pour des consommations d'énergie pendant la phase d'usage du bâtiment, la climatisation, l'éclairage, le chauffage, et pour le dernier tiers ça représente en fait cette énergie, cette dépense énergétique, la fabrication et le transport des matériaux. On ne comprend pas la phase chantier dans ces chiffres qui est complètement epsilonesque quant aux émissions de carbone. Ainsi, et conformément au plan climat, la France se dote d'un certain nombre de réglementations et d'incitations qui sont à destination des différents acteurs du secteur et qui ont pour objectif d'atteindre la neutralité carbone en 2050. On entend beaucoup parler de décarbonation des bâtiments, de développer les énergies renouvelables, essentiellement le photovoltaïque et l'éolien, et de baisser les consommations énergétiques, la facture énergétique. Et, c'est un point qu'on verra tout à l'heure également, tendre vers une économie circulaire, c'est-à-dire privilégier tout ce qui est circuit court, le recyclage et le réemploi. Nous allons donc nous pencher au moyen de regards croisés sur ces questions de performance énergétique et d'économie circulaire. Regards croisés, car interviendront cet après-midi des représentants des entreprises, le CRIDON, avocats, professeurs de droit. Parmi les différentes et les nombreuses réglementations qui doivent être connues et appliquées par le monde de la construction et par nous autres juristes, nous allons plus particulièrement étudier cet après-midi le décret du 23 juillet 2019 qui tente à réduire les consommations d'énergie finale dans les bâtiments à usage tertiaire. Puis, nous nous pencherons sur la multiplication des diagnostics et des audits avec son corollaire de la fiabilité et de la responsabilité des différents acteurs. Ensuite, nous nous pencherons sur un sujet qui est innovant et étonnant, qui est les nouvelles limites apportées au droit de propriété avec un droit de surplomb nouvellement revu. Ensuite, autre point particulièrement important et qui a du sens à la FFB ici, c'est la performance énergétique et la responsabilité des constructeurs et les assurances qui y sont liées. Et enfin, nous terminerons avec l'organisation des chantiers et l'obligation de recycler et de valoriser les déchets issus de la loi que l'on appelle AGEC, anti-gaspillage pour une économie circulaire. Voilà, donc je vous propose d'entendre nos 5 intervenants et nous mettrons un petit temps de questions-réponses, mais à l'issue des 5 interventions. Voilà, donc pour commencer, nous avons le plaisir d'accueillir Amélie Pinson, qui est avocat associée au sein du cabinet Advent Altana au département de droit immobilier, pour nous présenter le décret tertiaire et ses impacts en matière de bail commercial. Sans transition, la transition écologique, le décret tertiaire et ses impacts en matière de bail commercial. Tout d'abord, je tiens à vous dire que je suis ravie d'être parmi vous pour présenter cette actualité brûlante du décret tertiaire et de faire un focus en particulier dans ma matière de praticienne pour voir quels sont les impacts à moyen terme et aussi à long terme. Voici le plan que je vous propose, la présentation générale. On fait un focus sur les objectifs de réduction et puis on voit dans les baux commerciaux quels sont les impacts entre les parties, mais aussi potentiellement sur les valeurs. La présentation générale, les enjeux, comme vous l'avez rappelé, sont très très importants. La décarbonation à l'horizon 2050. Je ne reviens pas sur l'historique des plans Grenelle 1 et 2 parce qu'en réalité, le décret tertiaire est une réminiscence de cette période, mais elle est déjà derrière nous. Le texte fondateur
du décret tertiaire, c'est la loi Elan. Je vous ai rappelé ici donc le décret tertiaire trouve application sur le 2019-771 du 23 juillet 2019. Pour autant, de son nom de baptême a été renommé maintenant le dispositif éco-énergie tertiaire, étant précisé que ce qui nous manque à date, c'est l'arrêté en valeur absolue numéro 3 que nous attendons avec beaucoup d'impatience, car comme je l'expliquerai, il traite d'un pan très important de notre activité tertiaire et notamment du commerce, des restaurants et de la santé. Les enjeux du décret tertiaire. Pour pouvoir envisager à 2050, ce qui est ambitieux, une décarbonation de l'immobilier, il faut commencer par imaginer de connaître notre consommation. Donc la première obligation, pour l'expliquer très simplement, c'est de connaître, communiquer et mettre sur une plateforme à disposition, Opérate, les consommations d'énergie, pour ensuite envisager de les réduire et enfin de communiquer sur ces consommations via une nouvelle annexe. Le décret tertiaire, pourquoi ? Vous venez de le rappeler. J'ai récemment relevé qu'il y avait 800 millions de mètres carrés qui sont concernés et assujettis à cette réglementation, donc c'est très important. Le calendrier d'application, très rapidement, je ne reviens pas sur la Covid et les délais. Simplement, pour mémoire, le décret a une entrée d'application au 1er octobre 2019. Pour autant, voilà, la prochaine date butoir, c'est dans une quinzaine de jours, 31 décembre 2022. On doit en principe, à cette date-là, avoir enregistré sur la plateforme l'année de référence qu'on souhaite, j'expliquerai ensuite ce que c'est, et vos consommations 2021-2022. Prochaine étape, à nouveau le 30 septembre, et ça sera un anniversaire, où on doit à nouveau déclarer les consommations. Et c'est la première fois qu'on pourra générer sur le site l'attestation numérique qui fera l'objet de l'annexe. J'ai mis une étape intermédiaire avant la première vérification, puisque si vous avez, en tant qu'assujetti, des velléités à déposer un dossier technique de modulation pour essayer de réduire vos obligations en termes d'objectifs, d'où vous devrez le faire à l'horizon 2026. Champ d'application. On va se dire les choses, il est très large, c'est fait pour. Propriétaire, occupant, parce que les deux sont concernés, j'y reviendrai. Bâtiment, partie de bâtiment, on réfléchit plus par lot, loué ou à disposition, mais sur des ensembles. 1000 mètres carrés, je me réjouis de savoir qu'il y a une unité de mesure qui a été précisée, la surface de plancher, qui est celle du permis. De bâtiments existants, la loi climat, petite parenthèse, a supprimé existants au jour de la loi Elan pour finalement intégrer les immeubles neufs. Hébergeant une activité tertiaire, marchande ou non marchande, c'est quasiment toutes les activités de ce secteur. Je reviens rapidement. Un petit flash JP, puisqu'on a un arrêt du Conseil d'État, 17 novembre 2022, où finalement, suite à une demande de l'association, il n'y a pas eu d'annulation de l'arrêté et il n'y a pas d'atteinte à l'accessibilité ou l'intelligibilité du dispositif. Pour autant, il mérite évidemment d'être expliqué. Les activités sont très larges. Commerce, transport, bureaux, locaux professionnels. Ce qui est exclu, c'est les activités cultuelles et afin de défense et de sécurité civile. Voilà, je vous laisse prendre connaissance de la slide, mais véritablement, le souhait du législateur, c'est d'intégrer toutes les activités tertiaires. Les bâtiments, soit vous êtes exclusivement dans le tertiaire, donc peu ou prou en lot, on est à 1000 mètres carrés, soit on est mixte, et ce sera la partie du tertiaire qui est prise en compte, mais ce sera aussi cumulé sur la surface de plancher. Et vous êtes aussi concerné si vous êtes sur une même unité foncière de type retail park. Je vous ai mis un exemple avec un extrait d'un guide d'application d'un professionnel de pilotage du décret tertiaire, où c'est amusant de savoir qu'en fait, finalement, vous pouvez être dans le décret tertiaire sans le savoir. Puisque typiquement, si vous êtes au premier étage, un office notarial qui loue 500 mètres carrés, peut-être que dans le même immeuble, sans le savoir, au-dessus de vous, vous avez un cabinet médical de la même surface, et pour autant, vous avez du logement sur le reste, et vous êtes soumis au décret tertiaire. Pourquoi 1000 mètres carrés ? Puisque on a connu l'annexe environnementale, qui est toujours d'ailleurs existante, mais on a connu l'objectif du législateur de commencer par l'annexe environnementale lors des lois Grenelle. Pourquoi 1000 versus 2000 précédemment ? Très clairement, pour faire
en sorte qu'on inclue le maximum possible du parc tertiaire pour le faire passer de 46% grosso modo à 68% du parc tertiaire. Les objectifs de réduction, les niveaux de réduction en valeur relative et absolue, je reviendrai, des stratégies de modulation, parce que dès qu'il y a une règle, on essaye quand même de voir si on peut éviter complètement son application, le suivi du respect de ces objectifs et les sanctions que je vais détailler ensuite. Voilà. Alors, pour l'expliquer, il y a des gens qui ne font pas de technique de bâtiment, donc on l'a expliqué à moi, qui ne suis que juriste, pour essayer de comprendre ce qu'on nous demande à l'horizon de 2050. Je comprends qu'on a en fait une option sur laquelle il faut être accompagné évidemment techniquement pour savoir si vous allez plutôt réfléchir en valeurs relatives ou si vous allez travailler en fonction des valeurs absolues. Valeurs relatives, comment savoir que je réduis de 40% en 2030 mes consommations énergétiques? Il faut bien que j'ai une année de référence. Elle ne peut pas être antérieure à 2010 et l'ADEME recommande de prendre l'année de la consommation, de l'année où vous avez la plus grande consommation pour essayer d'atteindre au mieux les objectifs, sachant qu'on ne prend pas 2020 à raison de la Covid. Si tant est que vous puissiez identifier et avoir les consommations de l'année de référence que vous souhaiteriez. Ça, c'est la difficulté, je la mets de côté, elle n'est pas juridique, elle est pratique. Donc ça, vous pouvez réfléchir en valeur relative. Et sinon, en valeur absolue, en fonction de la consommation énergétique, des catégories par catégorie. On ne va pas réfléchir de la même manière si on a du bureau, d'ailleurs même si on a du bureau en open space, que si on a du bureau plus classique, cloisonné. Donc ces valeurs absolues sont attendues. La difficulté aujourd'hui, c'est qu'on attend toujours l'arrêté de valeur absolue 3 dont j'ai parlé tout à l'heure. La possibilité de moduler ces objectifs. Effectivement, le législateur nous dit que si vous avez des contraintes techniques, architecturales, patrimoniales relatives aux bâtiments concernés, type pathologie du bâtiment, monument historique, on ne va pas vous obliger, évidemment, à pouvoir envisager des travaux qui seraient incompatibles. Pour autant, ce ne sera pas sur la déclaration de bonne foi. Il va falloir préparer son dossier technique et avoir les justificatifs concernés pour pouvoir en justifier. Ensuite, il peut y avoir des exceptions en lien avec des modifications de l'activité en cours de route. Et puis toujours la limite, c'est-à-dire le coût disproportionné manifeste par rapport aux avantages attendus en termes d'économie d'énergie finale. Et enfin, les variations climatiques. La mutualisation, en revanche, à l'échelle de tout ou partie du patrimoine, vont intéresser les assujettis qui sont globalement nos clients, les acteurs de l'immobilier, qui soient propriétaires, fonciers ou exploitants, ceux qui ont la possibilité d'imaginer que finalement, je troquerais bien une partie de ma réduction où je suis allé au-delà de l'objectif à ma passoire énergétique pour gagner quelques points. D'ailleurs, Opérate le fait automatiquement, vous propose une modulation à l'échelle de votre patrimoine. On déclare les données, donc simplement je rappelle que c'est géré par l'ADEME et que c'est sur Opérate et que les assujettis actuellement sont en pénibilité pour que jusqu'au 31 décembre, les déclarations puissent être faites. Mais il y a eu une petite tolérance, parce que ça devait être fait déjà au 30 septembre dernier, et puis on nous dit que de toute façon, en termes de calendrier, on pourra en 2023 continuer à remplir et éventuellement changer l'année de référence. Petite tolérance pour les retardataires. Qu'est-ce qu'on met sur la plateforme numérique? C'est pas... Je vous ai mis une liste dont on imagine qu'elle est utile, elle n'est pas exhaustive. La difficulté qu'on a rencontrée, notamment avec les clients, c'est que nécessairement il faut un numéro SIRET. Ça a été la découverte. On a parfois des entrepôts déportés qui ne sont pas immatriculés. Ça suppose donc des modifications internes pour certains types d'assujettis et il faut s'adapter. Les sanctions. Alors, je suppose que les préfets vont avoir un devoir d'information et de pédagogie très important
avant de venir fouetter les assujettis. On va y aller doucement. Tout le monde n'a pas la chance de participer à ce colloque et de savoir en long, en large, c'est ce qu'il faut faire de ce décret tertiaire. Bon, je pense qu'avant d'avoir des mises en demeure, nous aurons des informations, voilà, l'ouverture en tout cas, de l'information pour certains assujettis qui ne savaient même pas qu'ils l'étaient. Bon. Que pensons-nous de cette sanction inédite, qui n'est même pas en français d'ailleurs, du name and shame? C'est-à-dire que c'est la sanction par la honte. À première lecture, j'en fus un peu étonnée en me disant mais comment mes assujettis au quotidien avec qui je discute vont prendre cette sanction? Est-ce que ça va les perturber? Est-ce que ça va pas du tout les impressionner? Eh bien, je dois dire que, à conclure, vu que les assujettis avec lesquels je discute ont des salariés, des politiques RSE, ESG, que certains d'entre eux distribuent des produits, donc ils sont en fait plutôt chafouins. Ils se craignent tout à fait cette sanction, contrairement à l'idée que seule la monnaie dirigerait un peu les obligations. Donc c'est à suivre, mais certains assujettis voudront bien éviter cette sanction. Sanction en cas de non-respect des objectifs. D'ailleurs, on voit que mon schéma est un petit peu plus complexe. Grosso modo, la première vérification sera en 2031, enfin c'est demain. Et là aussi, il y aura des mises en demeure, une vérification des plans d'action. Et là, il y a du monétaire. Du monétaire pas si important, parce que 1 500 € pour les personnes physiques et 7 500 € pour les personnes morales, ça fait pas si peur que ça. Mais enfin, rappelons que quand même, c'est potentiellement par bâtiment. Donc ça peut éventuellement un peu augmenter. Mais je pense qu'au-delà de la sanction pécuniaire, il y aura aussi, là aussi, potentiellement du name and shame. Et même conclusion que précédemment, je pense que les assujettis et les acteurs de l'immobilier souhaiteraient éviter la stigmatisation. Les impacts en termes de baux commerciaux, puisque évidemment, tout le monde n'a pas la chance d'être en utilisation directe et propriétaire de son site et de ne pas avoir à traiter avec son locataire. Un impact pour l'ensemble des parties, parce que si on n'inclut pas, vous allez voir l'utilisateur, on ne peut pas arriver à obtenir les réductions et à parfaire l'objectif. La répartition des obligations de transmission, la répartition aussi de travaux, qui va payer, l'impact des travaux aussi, potentiellement, sur le prix de loyer de renouvellement. Je vous ai mis les textes parce qu'ils sont assez parlants. Je ne vais pas les lire en long, en large, en travers, mais littéralement, c'est intéressant de voir que c'est tant les propriétaires que, le cas échéant, les preneurs à bail. Tout est dans le cas échéant. On nous laisse finalement beaucoup de liberté. Qu'est-ce qu'on en fait? À voir. Je vais vous dire ensuite, moi, ce que j'en pense. Chaque partie, en revanche, assure annuellement la transmission des consommations d'énergie pour ce qui la concerne, pour assurer le suivi du respect de son obligation. Je continue toujours sur les textes. Sont assujettis les propriétaires et toujours le cas échéant. Il y a des phénomènes de mode dans la rédaction des lois et des décrets raisonnables en tant que de raison, le cas échéant. Bon. Les preneurs à bail. Je continue avec le texte. Les déclarations annuelles, en revanche, on nous donne plus de détails. On nous dit elle est réalisée par le propriétaire ou par le preneur à bail. Ils peuvent déléguer la transmission de leur consommation d'énergie à un prestataire. Ouf. Parce que pour certains assujettis, c'est énormément de travail et ça ne peut pas du tout être internalisé. Et le preneur à bail peut déléguer cette transmission de données au propriétaire. Et enfin, les propriétaires et les preneurs à bail se communiquent mutuellement les consommations annuelles énergétiques réelles de l'ensemble des équipements. Sur ce dernier point, je dirais que ce n'est pas nouveau si on est dans le champ d'application de l'annexe environnementale, c'était déjà le cas. Pour autant, ce qu'il en est advenu de l'efficience de l'annexe environnementale en cours de contrat
De mon point de vue de praticienne pour en faire depuis 20 ans, j'ai pas vu beaucoup d'efficience de rendez-vous environnemental depuis l'application de ce texte. On imagine qu'avec le décret tertiaire, peut-être que les parties vont se saisir du sujet au vu notamment de leurs obligations maintenant qui sont sanctionnées. Petite diapo positive. Un peu de comment dirais-je, de bienveillance dans ce monde de brut. La convergence des intérêts. Évidemment, je respecte l'objectif fixé par les textes. Le bâtiment est performant. Mon bien, se dit le bailleur, est attractif sur le marché. Moi, je réduis, locataire, mes consommations. Tout est vertueux. Et tout ça incite, évidemment, puisqu'il n'y a pas que les travaux ou l'état du bâti, mais je prends un resource manager et je paye une facture d'électricité bien moindre. Et j'interpelle mes collaborateurs sur le fait qu'il faut éteindre, faut faire attention au chauffage, éteindre les lumières, etc., etc. Ça, bon, il fallait un petit peu de bienveillance avant la suite. Les 3 leviers, et c'est pour ça que le législateur implique l'utilisateur. On ne fait rien sans lui. Vous pouvez avoir un immeuble de construction parfaitement vertueuse et une utilisation absolument incompatible avec une performance énergétique viable. Donc il faut non seulement peut-être rénover, parce que quand on pense travaux, on pense tout de suite au dur, au fait d'imaginer, de calfeutrer par l'extérieur des travaux très très lourds. En réalité, c'est peut-être que c'est plus subtil, m'a-t-on dit, je n'ai pas d'avis technique. Il y a aussi des équipements plus performants, on parle des LED, et puis peut-être réfléchir à un guide d'utilisation de l'immeuble pour les occupants, pour la pédagogie. Les parties doivent définir leurs obligations respectives en lien avec la transmission dans le contrat de bail. Oui, alors ça va dépendre du mode d'utilisation, est-ce qu'on est en copro, est-ce qu'il y a des charges communes, de l'organisation interne propre au bailleur. Et puis, nous, juristes, j'avoue, dès le départ, c'est plutôt simple. Rédiger des clauses dans les contrats de baux, on sait faire. On s'adapte, on est résilient. C'est pas ça le problème. Le problème qu'on a rencontré, c'est qu'on avait des assujettis qui ne savaient pas quoi faire. Étonnamment. Pourtant, nous avons au cabinet attiré leur attention sur le fait que c'est un enjeu majeur. Que 2050, ce n'est pas l'enjeu du locataire. Ça ne peut pas l'être. Ça peut l'être. Mais ça ne peut pas l'être. Que le propriétaire ne peut pas laisser cette question-là à la main d'un utilisateur qui sera peut-être pas là demain. Et inversement, un utilisateur qui peut avoir des interlocuteurs qui ne se sentent pas ou prou assujettis en tant que tels, légalement certes, mais pas investis pour autant. Donc pour nous au cabinet, ça a été effectivement un moment de pédagogie, aussi un peu d'essayer de rassurer, tout en traversant une période Covid, où certains de nos clients essayaient déjà plus de s'en sortir de la crise que d'imaginer de faire des économies d'énergie. Ça a changé. Les planètes sont alignées. Vu le coût de l'électricité, on s'empare du sujet. Je m'en réjouis. Qu'on n'attende pas, parce qu'il s'agit de sauver notre planète. Donc évidemment, on s'en réjouit. Et au cabinet, on a la possibilité, effectivement, de préparer le contrat, de l'adapter à la bonne volonté des parties. Et la tendance, en tout cas de ce que moi je vois, pour les assujettis exploitants très concernés, ils souhaitent plutôt garder la main. Et pour d'autres, assujettis propriétaires, là, évidemment, dès que c'est possible de négocier ainsi avec son locataire, on passe par la voie d'un mandat. Ça permet de simplifier les relations et aussi la diffusion des informations. Et chacun, puisque ça a été une question qui a été posée d'ailleurs au Conseil d'État, chacun peut déclarer pour ce qui la concerne, voilà, pour un même bien. C'est là où la coordination pourrait être compliquée, mais pour un même bien, ils peuvent aller sur le site de l'ADEME et Opérate et déclarer. Une nouvelle annexe, c'est vrai que ça manquait. On va avoir plus d'annexes que de contrats.
Mais je crois qu'il ne faut pas la prendre à la légère. Comme je le dis, l'annexe environnementale a accouché un peu de cette montagne une petite souris. Là, on a autre chose. Je vais mettre l'annexe d'ailleurs, je pense. Voilà, pour vous donner clairement un ordre d'idée. Elle sera générée la première fois après l'intégration des données au 30 septembre 2023. Et finalement, il va y avoir un système de notes, un peu comme à l'école. Ça ne nous manquait pas, ça. Et finalement, on va pouvoir savoir, parce qu'il y a aussi le diagnostic de performance énergétique qui n'est pas toujours, mais vous allez en parler, donc je ne vais pas tout de suite déflorer le sujet, pas toujours un document très efficace. Et puis on ne sait pas où est-ce qu'on en est dans le DPE de la réalisation des objectifs. L'objectif de l'annexe ici, c'est de pouvoir, je remonte, c'est de pouvoir savoir, avec en plus un code couleur, c'est le décret tertiaire pour les nuls, un petit code couleur, une petite note, de l'orange, du marron, du vert. Voilà, pour savoir où est-ce qu'on se trouve. Voilà. Et ça participera nécessairement, évidemment, et ça sera très déterminant, du consentement du preneur à signer le contrat de bail. Pour les utilisateurs de bureaux, par exemple, de ce que je constate, la labellisation est comment dirais-je, un critère absolument d'installation, de transfert du siège, de confort des collaborateurs. Là, même dans d'autres secteurs, tertiaires toujours, mais pas que le bureau, il y aura aussi, comment dirais-je, une connotation de label à des immeubles qui seront plus ou moins énergivores. Et derrière, qu'on se dise les choses, le coût éventuel des travaux en question. Évidemment qu'on imagine que le locataire se dira, si on est au-delà de l'objectif ou si l'objectif est réalisé, j'aurai plus de travaux. Il y aura des discussions très fortes, nouvelles, et très très fortes sur la chose louée. Souvent on parle du prix, évidemment, mais sur l'état de la chose louée. Une nouvelle annexe, et toujours dans la perspective de l'exemple par la honte, il y a aussi une obligation d'affichage sur place, dans les locaux, accessible, autre moyen pertinent au regard de l'activité, pour que les personnels et les publics concernés puissent avoir accès à cette information. La répartition des obligations de réalisation, c'est un sujet, un sujet de discussion entre les parties quand on a la liberté de pouvoir négocier ce sujet. Je pense qu'aujourd'hui, c'est sur la table, que ça a largement commencé. On pourra se poser la question de savoir si ces travaux issus du décret tertiaire sont véritablement des travaux de mise en conformité. Jamais je ne vous ai dit, à moins que je parle effectivement de la mise en demeure du préfet, que c'est une mise en conformité au sens strict. Vous pouvez faire un programme d'action parfaitement d'agrément aujourd'hui, sans que ça rentre dans la case travaux de mise en conformité. On va relire les baux avec un nouvel œil. Pour autant, les travaux de conformité sont refacturables. Je vous ai mis des arrêts plutôt récents, notamment sur la sécurité. Peut-être une double réserve. Les clauses doivent être claires et précises. Pour une fois, dans le cas que je vous cite du 29 juin 2022, elles l'étaient sur l'isolation phonique. Et à condition, bien sûr, que ce ne soit pas des grosses réparations de l'article 606 du Code civil. Puisque, pour les baux conclus et renouvelés à compter du 5 novembre 2014, on ne peut plus refacturer les grosses réparations, si tant est qu'on puisse encore aujourd'hui savoir ce qu'est une grosse réparation. La Cour de cassation, dans un arrêt du 21 avril 2022, pour la première fois depuis le 13 juillet 2005, est revenue sur sa jurisprudence pour dire oui, à nouveau, je suis d'accord que c'est au-delà des murs et des soutènements et des voûtes en entier et des couvertures, pour dire que finalement, c'est aussi la structure et la solidité générale. Il y a une nouvelle définition du 606, mais on reste quand même un peu sur sa fin. Et les exemples de travaux à venir, parce que si on n'avait pas d'idée de travaux à réaliser,
Le législateur nous en donne, c'est les décrets BACS. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, le Building Automation and Control System. Oh, c'est très technique, hein, donc voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je ne pourrais pas le faire, mais j'ai bien compris qu'à partir du 1er janvier 2025, on devrait avoir ce qu'on appelle la gestion technique du bâtiment, le GTB, pour ceux qui savent, à partir d'une certaine puissance, et qu'il y a aussi un décret qui était en consultation jusqu'à lundi dernier pour réduire encore le niveau de puissance pour installer des 70 kWh à partir du 1er janvier 2027. Donc, merci le législateur, parce que si on n'avait pas d'idée sur comment réduire la consommation d'énergie, voilà des mises en conformité. Aussi, pour ceux qui seraient contraints de pouvoir et de discuter de la refacturation dans le cadre du contrat de bail de tout ce qui nous amène au décret tertiaire, je dis de ne pas oublier de discuter des frais d'audit, des frais d'études, de la rémunération des prestations extérieures. Si vous souhaitez, elles sont refacturables, mais il faut en discuter. Et il faut absolument que ce soit suffisamment clair et précis. J'en terminerai avec, et demain, la valeur locative. Alors, le sujet, est-ce que les travaux de performance énergétique seront un motif de déplafonnement du montant du loyer, sera une question qui relèvera vraiment de manière épisodique, puisque je vais pas revenir sur l'historique de la loi Pinel, mais un des seconds effets de la loi Pinel du 18 juin 2014 a été, compte tenu de la complexité de la fixation des montants de loyer de renouvellement, a été pour les parties de pallier cette difficulté de comprendre comment ça fonctionne avec des clauses quasiment systématiques de fixation conventionnelle du montant du loyer et généralement déplafonné. Donc, je ne sais pas si ce débat aura vraiment lieu, peut-être dans du pied d'immeuble ou des baux assez anciens, mais je pense que cette question ne sera pas forcément l'ordre du jour. Alors que l'impact sur la valeur locative des locaux loués, à mon avis, sera beaucoup plus importante. D'autant qu'on peut tout à fait, aujourd'hui, y réfléchir, travailler, rédiger, puisque toutes ces dispositions de fixation du loyer de renouvellement, je le rappelle, ne sont pas d'ordre public. Je pense que l'enjeu aujourd'hui majeur, c'est tant la refacturation en cours de contrat que la façon dont on va traiter ces travaux au moment du renouvellement. La tendance de la Cour de cassation dans cet arrêt du 24 novembre 2021, qui est assez récente, mais elle fait pareil avec la taxe foncière, c'est de dire que ça vient en réduction de la valeur locative de loyer. Je ne parle pas de la valeur vénale, c'est autre chose. S'il y a des travaux de performance, ça augmente la valeur vénale du bien. Je parle de la valeur qu'en tire le bailleur sur son loyer de renouvellement. On part du principe que ça va augmenter. Non, la Cour de cassation nous dit que les travaux de mise en conformité doivent venir en déduction. Elle fait pareil avec l'impôt foncier. Il y a une résistance des cours d'appel, mais demain, à défaut de clause contraire, tous les travaux qui sont supportés par le locataire viendront en réduction proportionnelle de la valeur locative éventuelle de renouvellement, dans la mesure où le preneur a assumé la charge. J'en ai terminé. Merci. Bravo, merci. C'était à la fois très concis et très précis. Et on a ouvert beaucoup de portes, donc je pense qu'il y aura des questions tout à l'heure. On a évoqué des frais d'audit et des frais d'études à intégrer dans les contrats, ce qui nous amène à la future intervention sur les diagnostics et les audits et avec leur corollaire, quelle est la responsabilité et aussi la fiabilité des diagnostiqueurs et des intervenants sur ces thématiques. Je passe tout de suite la parole à Madame Gwenaëlle Durand-Pasquier, professeure à l'Université de Rennes 1, pour nous présenter ce sujet. Merci beaucoup. Alors, bonjour à tous. Je vais remercier la FDCI d'avoir organisé ce beau colloque et puis son président, le professeur Hugues Périnnet-Marquet, et également la FFB pour nous accueillir à nouveau dans ce bel amphithéâtre et puis sa directrice juridique qui est à côté de moi. Alors, effectivement, je vais m'intéresser à la fiabilité des diagnostics en mettant
quasi exclusivement l'accent sur le diagnostic de performance énergétique et ce sera en fait assez complémentaire à ce qui vient d'être dit puisque je vais envisager le diagnostic de performance énergétique plutôt dans ces aspects, le diagnostic de performance énergétique appliqué au secteur résidentiel, c'est-à-dire au secteur du logement. Alors, pourquoi cette question fiabilité du DPE et responsabilité des acteurs aujourd'hui? Eh bien, parce que dans le secteur résidentiel également, c'est un document, le diagnostic de performance énergétique, qui aujourd'hui est un petit peu dans l'œil du cyclone, c'est-à-dire qu'il semble être effectivement au centre de toutes les attentions. Il est passé en réalité de parent pauvre des diagnostics techniques. On le remettait, mais voilà, son contenu, on y reviendra, était assez peu pertinent, à un indicateur de référence. Alors, on peut effectivement attester de ce point sur au moins deux éléments. Il y a 2 études qui sont sorties récemment, ou 2 documents en tout cas. Un document il y a quelques jours qui vient d'une fédération des diagnostiqueurs et qu'ils ont intitulé le baromètre des DPE. C'est un outil statistique qui vient effectivement présenter sur les 2 millions de DPE nouvelles formules, j'y reviendrai, qui ont été réalisées, la répartition de la performance énergétique des logements, répartition qui est très inégale en réalité en fonction des départements. Et alors l'objectif de cet outil statistique, c'est quoi? C'est déjà de faire effectivement une cartographie, mais également d'appuyer les aides locales. C'est un outil d'information pour les élus locaux, pour les collectivités locales, puisque on a des aides étatiques bien sûr, mais également des aides locales à la rénovation énergétique de l'habitat. Et des sommes considérables d'argent public sont effectivement en jeu pour cette rénovation énergétique. Il y a 2 mois de cela, le notariat présentait également un autre document que j'ai trouvé intéressant parmi bien d'autres, qui s'intitule « La valeur verte des logements ». Donc effectivement la valorisation sur le parc résidentiel de l'aspect performance énergétique au travers de l'effet du DPE sur les prix. Et là aussi, quand on regarde cette étude, eh bien, on se rend compte qu'il y a d'abord des disparités, véritablement, selon les zones géographiques. Un bon ou un mauvais DPE ne va pas avoir le même effet sur les prix, par exemple, en Bretagne et puis dans le sud de la France, ou à Paris, par exemple. Mais systématiquement, il y a toutefois un effet mauvais DPE, quand même, sur la valorisation du logement. Donc cette mise en avant du DPE résulte, à mon sens, d'une convergence de facteurs, un petit peu comme ce qui a été présenté, puisque tous les facteurs, à l'évidence, ne sont pas exclusivement juridiques. Le droit a sa part, évidemment, et c'est là-dessus que je vais m'appuyer, mais le contexte géopolitique, la hausse du prix de l'énergie, bien évidemment, les problématiques techniques et puis la pénurie annoncée d'électricité ont joué et vont jouer évidemment comme des amplificateurs. Alors comme des amplificateurs qui n'étaient pas forcément attendus au moment de la réforme de ce DPE, puisque ce DPE a été réformé de manière identique. Alors le décret tertiaire, c'est toute une épopée législative, elle a été relancée par la loi Elan. Le DPE nouvelle formule a été effectivement lancé par la loi Elan du 23 novembre 2018, donc on était bien avant les crises que je viens d'annoncer. Ce DPE, c'est un document qui a été créé par la loi ENL, la loi d'engagement national pour le logement de 2006, qui crée ce document en indiquant qu'il est purement informatif. Alors, ça m'a toujours interrogé, ce terme d'informatif, parce que pour moi, l'informatif n'est pas dénué de portée juridique, bien au contraire. Donc, en fait, c'est un document qui a été pensé comme étant purement indicatif à l'époque. Et effectivement, il est peu fiable. Il est peu fiable, à en croire les méthodes de calcul, puisque plusieurs méthodes de calcul sur l'ancienne formule du DPE se côtoient, dont notamment une méthode de calcul qui est basée sur les 3 dernières années de consommation, avec une pondération au regard de la surface habitable, et qui est donc un critère très subjectif en réalité. Ce qui conduit d'ailleurs à sortir parfois, à trouver parfois des DPE sans étiquette ou des DPE dits vierges. Il en résultait que les dispositions juridiques actaient de ce caractère effectivement peu fiable. C'était la notion de document purement informatif, puisque nous avions l'article L271-1
en matière de vente, puisque c'est un document qui doit être remis, comme vous l'avez dit, s'agissant de la vente, qui indiquait que le DPE devait être remis, parce que c'est une chose de ne pas le remettre et une chose de le remettre et que son contenu soit purement indicatif. Donc le DPE devait être remis, mais une fois qu'il était remis, l'acquéreur ne pouvait se prévaloir de son contenu contre le vendeur. Et une formulation identique des textes était reprise dans l'article 3.3 de la loi de 89, c'est-à-dire en matière de baux d'habitation. Alors, ce qui se passe en 2018, c'est tout simplement qu'on a une évolution de la technique et puis une pression des problématiques climatiques qui amène le législateur à vouloir repenser le DPE pour en faire un document fiable et, mais on verra que ça n'apparaît pas expressis verbis dans les termes de la loi, un document opposable. S'en est suivi l'adoption d'une nouvelle méthode de calcul, qui est une méthode de calcul unique. Alors, en matière uniquement de secteur résidentiel, puisque les méthodes de calcul n'ont pas changé pour les bâtiments professionnels, commerciaux ou de bureaux. Donc, la méthode de calcul a changé uniquement pour le résidentiel. C'est une seule méthode de calcul qui est dite 3CL et qui s'applique quelle que soit la date de construction du bâtiment, ce qui n'était pas le cas, et quel que soit effectivement le type d'acte. C'est-à-dire qu'on n'a pas un DPE vente et un DPE bail comme ce que l'on avait auparavant. Et puis, dans le même temps, c'est un grand plan de rénovation énergétique des logements qui est lancé avec un souci de lutte contre ce qu'on va appeler les passoires thermiques. Alors ce grand plan au départ est très éparpillé. Je suis obligée de m'arrêter un tout petit peu dessus. Il est très éparpillé puisque ça commence juste après la loi Elan avec la loi climat et énergie, une loi de 2019, qui d'ores et déjà introduit la notion de décence au sens de performance énergétique dans la loi de 89 et qui vient modifier le décret de 2002 relatif à la décence des logements. Et puis, dans le même temps, le président de la République convoque la grande convention citoyenne pour le climat, qui, elle, va faire des propositions qui vont être en partie reprises dans la loi climat et résilience du 22 août 2021, qui va détricoter en partie la loi climat-énergie de 2019, mais pas totalement. Ce qui fait qu'effectivement, en matière d'indécence des biens promis à la location, on a un calendrier un peu saccadé, avec une première étape au 1er janvier 2023 qui vise l'ancienne formule du DPE, c'est-à-dire une consommation d'énergie finale, la consommation qui est sur ma facture en quelque sorte, et pas l'énergie que je puise à la terre, qui est la consommation d'énergie primaire. Et ensuite, des étapes effectivement qui renvoient à la nouvelle formule du DPE. Alors, avec la loi climat et résilience, c'est également des enjeux considérables qui vont être attachés à ce DPE. Des enjeux considérables, pourquoi ? Je viens déjà un petit peu de les citer. Indécence programmée des biens loués, donc les biens à usage d'habitation qui présentent une étiquette G sont interdits à la location, on pourra revenir en tout cas, déclarés indécents à partir du 1er janvier 2025, DPE F 1er janvier 2028, DPE E 1er janvier 2034. Il y a un gel des loyers qui est d'ores et déjà en vigueur pour tous les nouveaux baux ou les baux reconduits ou renouvelés depuis le 24 août de cette année pour les biens F ou G. Il y a une obligation en matière de vente pour les vendeurs de monopropriété à usage de logement, soit maison individuelle, soit bâtiment collectif, mais non soumis à la loi de 65, de fournir en plus du DPE un audit énergétique à partir du 1er avril 2023. Et en matière de copropriété comprenant de l'habitation, là aussi des obligations, avec une obligation de mettre en place un DPE collectif. Alors, ce n'est pas pour toutes les copropriétés, en fait, ce sont pour les copropriétés qui comprennent de l'habitation et dont le permis de construire est antérieur au 1er janvier 2013. Pourquoi ? Parce que 2013, c'est l'année d'entrée en vigueur de la RT 2012, en fait. Donc, toutes les copropriétés antérieures doivent mettre en place, dont le permis de construire a été déposé antérieurement, doivent mettre en place, faire réaliser un DPE collectif, puis ensuite un projet de plan pluriannuel de travaux. Donc des obligations juridiques lourdes qui ont connu des réactions financières importantes. Alors bien évidemment pour les bailleurs et pour les candidats à l'acquisition, mais également dans les milieux financiers, puisqu'aujourd'hui, une banque est peu encline à accorder un prêt immobilier, en tout cas à grever
un bien d'une sûreté réelle pour garantir un bien immobilier si le bien effectivement devient impropre à la location au 1er janvier 2025 ou au 1er janvier 2028. Si on ajoute à cela que le DPE peut rendre éligible ou non à certaines subventions ou à des prêts à taux zéro, eh bien évidemment, il a été porté au frontispice, en quelque sorte, des indicateurs de référence pour les acquéreurs, les locataires, et puis l'estimation de la valeur, tout simplement, d'un parc de logements. Et c'est là que je viens à mon sujet, parce que pourtant, depuis quelques mois de cela, effectivement, des associations de consommateurs ont mené des enquêtes empiriques pour dénoncer avec des titres très évocateurs, erreurs en pagaille sur les DPE, sur 20 diagnostics réalisés, les lettres varient parfois de plusieurs classes énergétiques. Ces enquêtes ont été largement relayées, je pense que tout le monde en a entendu parler, par la presse générale et spécialisée. Donc les acteurs économiques s'inquiètent effectivement, les fédérations de diagnostiqueurs réagissent. Il y a des questions, il y a eu plusieurs questions et réponses ministérielles. Il y a quelques jours était même proposée la création d'une carte professionnelle des diagnostiqueurs immobiliers, puisque une des difficultés est sans doute liée effectivement à la formation. Donc on entend beaucoup de choses et je trouvais que c'était important effectivement, nous avons trouvé que c'était important de nous arrêter précisément sur la responsabilité véritable en droit de ces acteurs, de ces diagnostiqueurs, potentiellement des vendeurs et des bailleurs, en cas d'un DPE erroné. Alors pour aborder cette question, il m'a semblé qu'il était important d'éprouver cette responsabilité, donc appréhender cette fois exclusivement juridiquement, au travers des deux critères que l'on prête au DPE. Le critère de fiabilité et puis le critère d'opposabilité. Alors pourquoi le critère de fiabilité ? Parce que l'on entend dire qu'un DPE est fiable, pas fiable, mais en fait juridiquement, ce qu'il convient de savoir, c'est quand est-ce qu'un DPE est erroné et quand est-ce qu'il n'est pas erroné. Qu'est-ce que c'est qu'un DPE erroné ? Et en matière de responsabilité, en tout cas pour les diagnostiqueurs, je séparerai un petit peu pour les vendeurs et les bailleurs, il n'y a responsabilité que si j'ai un fait générateur de responsabilité. Donc, un DPE qui effectivement est erroné. Le deuxième critère, c'est celui de l'opposabilité, qui là va être appliqué une fois qu'on a un fait générateur de responsabilité, un DPE erroné par exemple, se pose la question du régime de responsabilité applicable suite à la présentation ou à l'annexion dans une promesse ou dans un bail de ce DPE erroné. Je présenterai donc les choses en essayant de respecter le temps en deux temps. La fiabilité du DPE est le fait générateur de la responsabilité des acteurs, et puis l'opposabilité du DPE est le régime de la responsabilité des acteurs. Alors, dans un premier temps, la fiabilité du DPE est le fait générateur de la responsabilité des acteurs. C'est ce que j'ai exposé, effectivement, pour qu'un diagnostiqueur engage sa responsabilité, ou pour qu'on puisse envisager d'engager sa responsabilité, encore faut-il qu'il y ait un manquement qui engagera sa responsabilité donc sur le fondement délictuel, si effectivement c'est un acquéreur ou un preneur qui n'est pas en lien contractuel avec lui, qui cherche à engager sa responsabilité, ou sur le fondement contractuel, si c'est un vendeur ou un bailleur qui était en lien contractuel avec ce diagnostiqueur. Donc il nous faut un manquement, et au regard du DPE, pour qu'il y ait un manquement, il faut que je puisse qualifier le DPE comme étant erroné. Or, pour qu'il soit erroné, ce DPE, il ne suffit pas que son résultat soit finalement, à l'épreuve de l'exploitation du bâtiment, pas tout à fait conforme à la consommation qu'on voit apparaître sur sa facture. Il ne suffit pas non plus que on se rende compte que finalement il était indiqué qu'il n'y avait pas d'isolant, alors qu'en fait il y a un isolant. Pour qu'un DPE soit erroné juridiquement, il faut que son contenu ou ses modalités de réalisation ne soient pas conformes aux exigences juridiques, c'est-à-dire aux exigences réglementaires. Ce qui me conduit à évoquer effectivement le caractère erroné, et donc la question de savoir si juridiquement on peut dire il n'est pas bon, effectivement, du DPE au travers de deux notions, deux points qui matinent un petit peu cette question de DPE erroné ou pas. Le premier point, c'est la pérennité des anciens DPE, et le deuxième point, c'est la réglementation du nouveau DPE qui accepte des variables en réalité. Donc, DPE erroné face à la pérennité des anciens DPE. Alors, une des difficultés actuelle tient au droit transitoire.
tient aux 3 transitoires. Effectivement, il semble, après ce que j'ai entendu dire, que, en raison du fait qu'un certain nombre de bailleurs institutionnels venaient de refaire leur DPE sous l'ancienne formule, c'est un petit peu compliqué d'exiger que les DPE ancienne formule soient invalidés, en tout cas de manière assez rapide dans le temps. Et nous avons donc, dans le décret du 31 juin 2021, qui présente le nouveau DPE, un texte qui a été codifié à l'article D126, indice 19 du Code de la construction et de l'habitation et qui maintient la durée de validité des anciens DPE. Alors, de manière acceptable pour l'une et puis tout à fait discutable pour l'autre. Pour les DPE réalisés avant 2017, ils ne sont valables que jusqu'au 31 décembre de cette année. Bon. Mais pour le DPE réalisé entre 2018 et le 30 juin 2021, ils sont valables jusqu'au 31 décembre 2024. Et bien ces DPE anciennes formules, qui sont valables, j'y reviendrai, qui peuvent donc être annexés à un bail ou réglementairement, ou à une promesse, ce ne sont pas des DPE erronés. Ce sont des DPE qui, certes, ne sont pas conformes au mode de calcul actuel, mais qui sont des DPE valables au regard de la réglementation effectivement applicable. L'information qu'ils délivrent n'est évidemment pas pertinente. Elle n'est pas pertinente pour savoir si le bien pourra encore être loué, par exemple, au 1er janvier 2025, ou si le locataire pourra réclamer des travaux. Mais il ne s'agit pas d'un DPE erroné. En aucun cas, bien évidemment, pour le diagnostiqueur, qui l'a fait, sa responsabilité pourrait être engagée, il l'a fait au moment où la formule réglementaire était la bonne formule. Mais même pour les vendeurs et les bailleurs, en annexant ce DPE ancienne formule, à mon sens, ils ne commettent aucune faute, ils annexent un document réglementairement valable. Alors certes, l'information n'est pas pertinente. Et donc, une information précise devra être délivrée, indiquant que le document qui est remis ne permet pas de statuer sur le gel des loyers si le bailleur veut louer, la possibilité de louer au 1er janvier 2025, évidemment. Sur le terrain de l'obligation d'information, si en annexant un ancien DPE, on n'indique pas que ce document est valable mais non pertinent, et il y a un risque de responsabilité, mais qui n'est pas lié au caractère erroné ou pas du DPE, qui est lié en fait à l'absence d'information. Alors ensuite, sur les autres fondements, je les développerai un petit peu plus loin, c'est-à-dire qu'effectivement le DPE n'est pas erroné. Est-ce que pour autant ça ne permettrait pas à un acquéreur qui lui ferait faire un DPE de nouvelle formule et qui découvrirait que c'est pas du tout la performance à laquelle il avait pu croire que présente le bien, et ce qui peut se retourner contre le vendeur. J'y reviendrai, mais à mon sens, effectivement, dans la très large majorité des cas, s'il a été informé du fait du caractère non pertinent de l'information pour toute l'application du cortège juridique, il y aura très peu de risques. Il y aura des risques potentiellement vis-à-vis des vendeurs professionnels ou des vendeurs bricoleurs. Pour le bailleur, c'est complètement autre chose. Mais là, c'est pas la fausseté ou l'absence de fausseté du DPE. C'est tout simplement qu'un preneur qui viendrait à faire réaliser lui-même un nouveau document et qui découvrirait qu'effectivement le bien, au regard de la nouvelle modalité de calcul, ne permet pas à son bailleur d'augmenter des loyers, se prévaut tout simplement de la réglementation. Mais ce n'est pas lié au caractère faux ou correct du DPE. Donc ça, c'est le premier point, me semble-t-il, qui apporte un petit peu de nuance dans ce que l'on peut entendre. Le deuxième point est relatif au caractère erroné du DPE pour les nouveaux DPE. Alors, pour les nouveaux DPE, on a effectivement une méthode de calcul a priori unique, qui est la méthode de calcul 3CL, mais qui, là encore, amène effectivement à tempérer un petit peu l'idée qu'il y a des DPE bons, des DPE faux, en raison de deux éléments. Le premier élément, c'est que la méthode 3CL, elle a changé. C'est-à-dire que même pour la modalité de calcul du nouveau DPE, il y a eu des évolutions. Le nouveau DPE donc, est entré en vigueur au 1er juillet 2021. Les diagnostiqueurs ont fait effectivement les premiers DPE entre 1er juillet 2021 et mi-septembre. Et mi-septembre, l'ADEME interpellait le gouvernement en disant, puisque derrière il y a un plan pour tout ça, vous envisagiez de classer en F à G
à peu près 4,5 à 5 millions de logements, avec des subventions, prime rénov, etc. à la clé. Là, si on continue cette méthode de calcul, c'est 11 millions de logements qui seront en F ou G. Donc, la ministre de l'époque, Emmanuelle Wargon, commet un communiqué de presse le 24 septembre 2021 en disant « on suspend, on va revoir la méthode de calcul ». Effectivement, un bien n'est pas intrinsèquement A, B, C ou G. Il l'est en fonction de la méthode de calcul qu'on applique. Et un arrêté sort donc le 8 octobre 2021 qui modifie la méthode de calcul. Tout récemment, on a eu également une nouvelle modification qui est liée à la problématique de la date du 1er janvier 2023 qui vise, comme je vous le disais, la loi climat-énergie, donc de la consommation d'énergie finale. Et donc le DPE, au 1er janvier 2023, il va être encore modifié. Il va être encore modifié dans sa modalité de calcul sur la base d'un arrêté qui a été adopté le 3 novembre 2022 et qui a été publié le 30 novembre de cette année. Donc là aussi, au plan juridique, il me semble que le raisonnement est même. Ils ne sont pas plus erronés les uns que les autres, c'est-à-dire que si les données d'entrée qu'a collecté le diagnostiqueur sont les bonnes, le résultat, c'est un résultat qui est purement réglementaire. Et on a d'ailleurs une réponse ministérielle du 19 avril 2022 en ce sens, qui explique que le diagnostiqueur ne peut être tenu responsable du résultat, il n'est tenu que de la véracité des données d'entrée. Deuxième point, même sur ces données d'entrée, il y a en fait des petites marges de manœuvre. En effet, quand on regarde, alors je suis juriste également, donc parfois je rencontre mes limites sur les aspects techniques, mais quand on regarde les décrets et les arrêtés, eh bien, il apparaît qu'en fait, il y a des variables, tout simplement parce que le diagnostiqueur peut, c'est accepté par la réglementation, ne pas tout maîtriser. Donc, il y a notamment la possibilité pour un diagnostiqueur d'entrer des données par défaut. S'il n'a pas eu l'information du propriétaire indiquant qu'effectivement, le propriétaire lui dit il y a une isolation qui a été faite, mais il n'a pas les factures. Alors, je me suis renseignée, c'est pas les factures d'un artisan, c'est les factures de la laine de verre, par exemple. Eh bien, c'est une donnée par défaut qui est rentrée. Idem, si auprès du syndic, il n'obtient pas l'information sur la date de la chaudière, entrée par défaut. Donc forcément, il y a quelques variables. Ensuite, c'est tout à fait simple. Sur le DPE, nous avons une information qui m'a beaucoup fait rire, moi, sur le coût énergétique de l'appartement ou de la maison. Le DPE est valable 10 ans. Donc, bien évidemment, un coût énergétique, même en termes de fourchette qui est présenté aujourd'hui, est absolument pas pertinent pour celui qui, effectivement, sera le coût énergétique de l'appartement, puisqu'on a une variation, tout simplement, du coût de l'énergie. Donc, dire qu'un DPE est erroné ou pas erroné implique juridiquement d'intégrer effectivement ces éléments. Alors, une fois que j'ai dit ça, quand on regarde un petit peu les enquêtes faites par les associations de consommateurs, il y a effectivement des erreurs. Il y a des erreurs notamment sur la surface habitable. La surface habitable, c'est une surface qui est définie dans le Code de la construction et de l'habitation, qui implique de mesurer certaines choses à une certaine hauteur sous plafond. Et il y a des erreurs d'appréciation. Donc il y a effectivement une problématique aussi de formation, c'est certain, derrière des diagnostiqueurs. Alors, si ces DPE erronés existent, ce sera le second temps. Quel est le régime de la responsabilité des acteurs? Et ce régime doit être regardé, à mon sens, au regard de l'autre critère. C'est le second temps, le critère de l'opposabilité du DPE et le régime de la responsabilité des acteurs. Alors, l'opposabilité du DPE par rapport au régime de la responsabilité des acteurs m'invite à envisager distinctement la question de l'opposabilité du DPE face au diagnostiqueur et l'opposabilité du DPE face aux vendeurs ou aux bailleurs. Premier point, l'opposabilité du DPE vis-à-vis des diagnostiqueurs. Alors, vis-à-vis des diagnostiqueurs, effectivement, le fait qu'on ait abrogé, la proposition grammaticale indiquant que le DPE avait un contenu purement informatif, alors même que cette proposition ne visait que le rapport d'obligation acquéreur-vendeur, va en réalité avoir un effet assez important. Assez important, pourquoi? Parce que jusque-là, la responsabilité des diagnostiqueurs était d'ores et déjà, d'ailleurs en matière résidentielle comme
davantage. Si on en croit le contentieux en matière tertiaire, la responsabilité des diagnostiqueurs était déjà engagée pour des DPE faux sur le DPE ancienne formule. Néanmoins, on avait une appréciation du préjudice indemnisable qui était assez particulière, alors qui, à mon sens, était conforme au principe du droit de la responsabilité. Je vais essayer de vous le présenter de manière très rapidement. Donc la question qui a agité la jurisprudence et la doctrine en matière de DPE, très rapidement, vis-à-vis des diagnostiqueurs, c'est la question de celle de savoir, on a un triptyque, en principe, fait générateur de responsabilité, lien causal, préjudice. Et en droit français, si on est basé sur un principe de réparation intégrale du préjudice, ça n'est que du préjudice causé par le fait générateur. De là, une question, hors DPE, si on a un mauvais diagnostic termite, et qu'on se rend compte que le diagnostic termite est faux, quel est le préjudice indemnisable par le diagnostiqueur? La première chambre civile et la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, à mon sens, ont fait au départ une très bonne analyse, une analyse, on va dire classique, c'est pas très bonne ou mauvaise, mais orthodoxe de la responsabilité civile, en disant, c'est pas parce que le diagnostic est faux qu'il y a des termites. Et que par conséquent, le diagnostiqueur a commis une faute, mauvais diagnostic termite, mais qui n'a causé quoi? Qui n'a causé à l'acquéreur qu'une perte de chance de pouvoir effectivement acheter en connaissance de cause de la présence de termites. La troisième chambre civile refusait cette analyse en considérant que la faute du diagnostiqueur ayant privé l'acquéreur d'une juste information, le diagnostiqueur devait effectivement indemniser l'acquéreur de l'ensemble du coût de ses travaux. Le premier président de la Cour de cassation réunit donc une chambre mixte qui répond le 8 juin 2015, plutôt dans le sens de la troisième chambre civile, en retenant effectivement que le recours à un diagnostiqueur, donc il s'agissait en l'espèce d'un diagnostic termite erroné, le recours à un diagnostiqueur a vocation à garantir l'acquéreur de l'absence de termites et qu'ainsi la faute du diagnostiqueur avait engendré un préjudice certain imposant de condamner ce diagnostiqueur à indemniser l'acquéreur de la totalité du coût des travaux. Donc une logique de garantie. Si on recourt à un diagnostiqueur, c'est pour garantir qu'il n'y a pas de termites. Donc s'il y a des termites en fait, condamnation du diagnostiqueur c'est une analyse en termes de risque plus que effectivement de lien de causalité. Mais la question est posée à nouveau à la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans le cadre d'une espèce qui va donner lieu à un arrêt du 21 novembre 2019. Et la troisième chambre civile de la Cour de cassation va suivre le raisonnement de l'avocat général, qui était notre ancien collègue spécialiste de responsabilité civile, Philippe Brun, qui effectivement se dit ce qu'on a retenu pour les autres diagnostics en matière de DPE, c'est un peu bancal. Donc, le 21 novembre 2019, la Cour de cassation va rendre la décision suivante. Selon l'article L271-4, le DPE n'a, à la différence des autres documents constituant le dossier diagnostic technique, qu'une valeur informative. Par conséquent, ayant retenu que le diagnostiqueur avait commis une faute dans l'accomplissement de sa mission à l'origine d'une mauvaise appréciation de la qualité énergétique du bien, la Cour d'appel en a déduit à bon droit que le préjudice subi par l'acquéreur du fait de cette information erronée ne consistait pas dans le coût des travaux d'isolation des murs intérieurs et extérieurs, mais uniquement dans la perte de chance de négocier une réduction du prix de vente ou de renoncer à l'achat. Donc la logique de l'arrêt rendu par une chambre mixte en 2015, n'est ici pas appliqué en 2019 parce que, précisément, le DPE est présenté dans la loi comme ayant un contenu purement informatif. Depuis que la proposition grammaticale a disparu, et donc que le DPE est opposable, bien, il me semble effectivement que la solution retenue par la décision par l'arrêt de chambre mixte devrait être transposée au DPE. Et c'est donc effectivement vis-à-vis des diagnostiqueurs que l'opposabilité du DPE en termes de montant du préjudice indemnisable en cas d'erreur de DPE pourra être important. Alors après, qu'est-ce qu'on pourra leur demander? Des travaux. Oui, mais des travaux à quelle hauteur? Des travaux d'isolation qui permettraient d'atteindre l'étiquette qu'ils ont crue? Bon, ça c'est vis-à-vis de l'acquéreur, vis-à-vis du preneur, vis-à-vis du vendeur. Les pertes de loyer ou le remboursement effectivement
des travaux qu'il a dû faire, ce sera effectivement des conséquences la dévalorisation du bien pour le vendeur, parce qu'il a vendu son bien moins cher que ce qu'il aurait pu effectivement le vendre. Ce sont des éléments qu'il conviendra de préciser. Alors je termine effectivement sur un dernier point, c'est l'opposabilité du DPE vis-à-vis des vendeurs et des bailleurs. Alors, vis-à-vis des vendeurs, je l'ai analysé tout à l'heure et ça a été écrit d'ores et déjà en doctrine, l'opposabilité du DPE n'est nulle part dans la loi. Et donc, concrètement, le DPE devient un diagnostic traité comme les autres. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si un vendeur, dans les actes courants, remet un DPE, qui a été fait par un diagnostiqueur assuré, etc., l'acquéreur pourra se protéger par la garantie, par la clause exonératoire de la garantie des vices cachés. Or, le défaut que je vais alléguer si on m'a donné un DPE D, et en fait je me rends compte en tant qu'acquéreur que c'est un bien qui est F ou G, c'est quoi ? C'est un défaut de performance de mon bien. Les concours d'action sont réglés par la Cour de cassation. Quand j'ai un défaut en matière de vente qui a une dimension fonctionnelle, je ne peux pas agir sur le terrain de l'erreur. Je ne peux pas agir sur le terrain du manquement à l'obligation de délivrance conforme. Je ne peux agir que sur deux terrains, le DOL, il faudra que je prouve que le vendeur savait que c'était faux, le DPE, ou la garantie contre les vices cachés. Oui, mais l'acte, en général, protège les vendeurs en exonérant, par une clause exonératoire de la garantie des vices cachés. Donc les seuls vendeurs qui pourront être inquiétés, là qu'ils pourront, avec l'opposabilité du DPE, ce sont les vendeurs professionnels, les marchands de biens par exemple, et puis le vendeur bricoleur. Alors le vendeur bricoleur qui est assimilé à un vendeur professionnel, donc qui est tenu à la garantie des vices cachés, si effectivement le bricolage qu'il a fait est lié à la performance énergétique. Vis-à-vis des bailleurs, la chose est très différente. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, encore une fois, le preneur ne va pas aller chercher la responsabilité de son bailleur pour le fait que le DPE soit faux ou en tout cas ne soit pas correct. Ce que vont faire, on imagine les preneurs, c'est tout simplement, en présence d'une information leur révélant que c'est pas la bonne étiquette énergétique qui leur a été présentée, réclamer les travaux, ce qu'ils ont le droit de faire dans la loi de 89, réclamer des travaux, refuser les augmentations de loyer, et puis potentiellement, en fait, on ne sait pas trop, ce que pourra obtenir le locataire sur ce fonds, rechercher effectivement une responsabilité un petit peu plus importante de son bailleur pour avoir mis le bien en location alors qu'il ne devait plus être mis en location. Voilà, donc la tempête annoncée existe bien, mais il me semble qu'elle doit être un petit peu précisée et qu'elle elle se déplace par rapport aux éléments qui sont parfois présentés en tout cas dans la presse généralisée. Je vous remercie. J'ai été un peu longue, je crois. Merci beaucoup, Gwenaëlle Durand-Pasquier. Finalement, ces deux premières interventions sont un peu une illustration de ce que le droit est assez dépendant des techniques constructives, puisque nos deux premières intervenantes ont toutes les deux dit: je suis désolée, je suis juste juriste, je ne suis pas technique. Et sur ces matières-là, effectivement, on doit sans arrêt, en tant que juriste, s'approcher de nos ingénieurs pour essayer de comprendre les réglementations. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons la chance d'avoir une femme ingénieure en cette tribune qui interviendra tout à l'heure.